fascisme, néofascisme et post-fascisme autour du cas de Giorgia Meloni. Giorgia Meloni vient de devenir la première femme présidente du Conseil en Italie. Elle est à la tête d'un parti qui s'appelle Fratelli d'Italia, le nom du parti correspondant à quelques mots de l'hymne national italien. Les Frères d'Italie, donc, sont un parti qui, à la tête d'une coalition avec Forza Italia de Berlusconi et la Lega de Matteo Salvini, dirige donc depuis quelques jours maintenant l'Italie avec un gouvernement panaché, mais où les pro-européens sont placés aux endroits stratégiques, par exemple Tajani aux affaires étrangères. Meloni a fait le choix de ne prendre aucun ministre eurosceptique dans son gouvernement. C'est révélateur et significatif. Ça va me permettre de parler de son passé politique. Alors, Giorgia Meloni a commencé jeune au sein du Front de la Jeunesse, c'est-à-dire des jeunes du MSI, le mouvement social italien. Puis, ce parti est devenu Alleanza Nazionale, Alliance nationale, sous l'impulsion de Gianfranco Fini. En 1994, l'Alliance nationale arrive à s'allier avec Forza Italia, le mouvement créé par Berlusconi, et là, à l'époque, Ligue du Nord de Umberto Bossi. Et évidemment, déjà, il y a une coalition, mais dans cette coalition, c'est Berlusconi qui a le contrôle. C'est Berlusconi le patron. Et ensuite, Gianfranco Fini va évoluer progressivement vers des positions de plus en plus centristes et sera considéré par une bonne partie de la droite nationale, et néofasciste et post-fasciste, comme un traître. Ça, c'est la base historique des choses. Alors, revenons au passé et voyons les distinctions fondamentales entre le fascisme de Mussolini, par exemple, et les théories et l'idéologie de Giorgia Meloni, puisqu'on lui reproche cette nostalgie. Effectivement, quand elle était toute jeune, avant même ses 18 ans, elle tient quelques propos favorables au régime, effectivement, mussolinien, puis par la suite va condamner, évidemment, deux aspects de cela, c'est-à-dire l'alliance avec l'Allemagne hitlérienne, initiée par Mussolini, et en conséquence les crimes commis, notamment contre les juifs italiens. C'est bien important d'avoir ça en tête, c'est-à-dire que pour beaucoup de gens de droite en Italie, il y a le ventennio, les 20 ans, on va dire 1920-1940, pour simplifier, de Mussolini au pouvoir, et puis ensuite il y a la dérive de la guerre, et cela, évidemment, ils font bien la distinction. Le mouvement social italien, d'où est issu Giorgia Meloni, ne faisait pas cette distinction. Il s'inscrit dans un néofascisme, c'est-à-dire dans l'idée que le fascisme a survécu à la mort de son fondateur et qu'il se réinvente après-guerre. Le mouvement social italien se réclame d'ailleurs de la République sociale italienne, la RSI, qui est en place de 1943 à 1945, donc en plein dans le moment de la guerre, avec un programme clairement totalitarisé. Le MSI, c'est ça au départ. Donc c'est un parti, on va dire, assez dur, qui fait aux alentours de 6% des voix à peu près aux élections en Italie pendant très longtemps. Et puis à la fin de sa vie, le MSI commence à avoir une dynamique électorale importante, avec des seconds tours certes perdus par Gianfranco Fini ou par Alessandra Mussolini, petite fille du Duce, dans les grandes villes. C'est là qu'il y a une dynamique qui se crée, qu'il n'y avait pas avant. Alors, l'Italie, c'est compliqué. La Ligue du Nord, la Lega, commence à pousser fortement dans le nord du pays, évidemment, Lombardie en particulier. Et puis, le MSI, plus fort dans le sud et dans le centre, et à Rome. Ce sont des électorats assez différents au départ. Le talent de Salvini, pendant un certain temps, ça va être de dépasser cette querelle. En changeant le nom du parti de la Ligue du Nord vers la Ligue, il envisage de devenir un parti national, c'est-à-dire qu'il est présent non seulement dans le nord de l'Italie, mais dans le centre et dans le sud. Et Fratelli d'Italia est plutôt du sud. Et le génie de Giorgia Meloni, c'est d'avoir commencé à récupérer des voix au nord, au détriment de Salvini, qui a trop déçu. Alors idéologiquement, les choses sont pourtant très différentes. Prenons maintenant l'histoire du fascisme tel qu'il est idéologiquement, et la démarche, par exemple, de Meloni. En quoi est-ce totalement opposé ? D'abord, évidemment, il y a une acceptation totale de la démocratie, donc du jeu électoral, par Meloni. Mais on ne peut pas dire que l'antidémocratisme soit une caractéristique du fascisme. Le fascisme aurait très bien pu, dans un autre contexte, jouer cette dimension démocratique, ou en tout cas la feindre. Donc ce n'est pas un élément constitutif. Après, qu'est-ce que le fascisme, tout simplement ? Au départ, c'est un mouvement d'extrême gauche, ou en tout cas de gauche, qui devient nationaliste. Et ce passage au nationalisme
qui au XXe siècle est caractéristique de la droite, même si au départ, au XIXe siècle, ça venait de la gauche, est un des éléments de base. Il y a un côté mazinien, garibaldien dans le fascisme mussolinien. Donc ce sont des gens souvent de gauche, et qui parfois sont les plus radicaux, y compris pour l'alliance avec l'Allemagne, à l'image de Farinacci, qui lui aussi vient de la gauche socialiste. Donc déjà, on a un courant politique un peu original, de l'extrême socialisme à l'extrême nationalisme, peut-être avec la fusion d'ailleurs des deux. D'où la notion de socialisme national, qui pourrait être un synonyme potentiel du fascisme. Et puis, comme toute idéologie, comme la social-démocratie d'ailleurs, le fascisme arrivant au pouvoir fait des compromis. En Italie, ces compromis sont évidents. C'est l'alliance avec la monarchie, avec le roi, Victor Emmanuel, et puis le pacte avec l'Église, avec les fameux accords du Latran de 1929. Initié donc par un Mussolini qui avait écrit des ouvrages nietzschéens et antichrétiens dans sa jeunesse, et qui reste toujours très ambigu par rapport à cela. Il y a une dimension très anticléricale, voire parfois antichrétienne dans le fascisme, qu'il n'y a absolument pas chez Giorgia Meloni, qui au contraire se réclame d'un catholicisme dur. Là, c'est vraiment quelque chose de distinct. Ensuite, il y a une dimension sociale du fascisme, qui s'éloigne de la dimension plutôt libérale économiquement de Meloni, qui l'a fait aussi, certes, pour rassurer les marchés et autres. Après, sur la dimension européenne, le fascisme historique a été aussi bien anti-européen que pro-européen. Dans le programme d'ailleurs de la République de Salo, il y a l'idée de communauté européenne. Et le MSI a participé aux différentes tentatives d'union d'une sorte de néofascisme européen dans les années 50. Donc, ce retournement de veste de Meloni sur l'Europe, alors qu'elle apparaissait eurosceptique auparavant, n'est pas absurde compte tenu de l'idéologie qui est développée par cet héritage politique. Voilà un petit peu des différences assez profondes. Meloni représente une sorte de droite conservatrice à tendance identitaire mais floue. C'est très distinct d'un fascisme italien qui était nationaliste et socialiste d'ailleurs. Et c'est cette synthèse, cette symbiose originale qui avait fait un temps son succès. Et qu'on retrouve aussi malgré tout dans la version allemande. Parce que ce socialisme national dépend évidemment de la nation dans laquelle il s'inscrit. Il ne peut pas être identique. Et évidemment, l'idéologie, le contexte, le passé changent les donnes. Alors, pourquoi ? Tout simplement, c'est que dans l'Allemagne hitlérienne, il y a des courants idéologiques des années 20 et 30, très forts, qui colorent, si on peut dire, le nationalisme de l'Allemagne. Et donc, le fascisme allemand est très antisémite, par exemple, comme le fascisme roumain. Alors que les formes françaises, italiennes ou autres le sont très peu. Simplement parce que ce n'est pas le sujet. En Espagne et en Italie, il n'y a jamais eu vraiment cette question. En France, c'est plus compliqué. Et dans d'autres pays d'Europe, ça dépend. C'est le succès électoral du fascisme allemand, avec cette coloration antisémite, qui va antisémitiser les autres fascismes, y compris le fascisme italien lui-même. Car Mussolini, à partir de 1938, alors qu'il était hostile au nazisme, commence à penser que sa révolution, parce que le fascisme se veut révolutionnaire, et pas du tout conservateur, n'a pas réussi parce qu'il y a des empêcheurs de tourner en rond, entre guillemets, l'Église et le roi. Et donc, il pense que cette dynamique antisémite va permettre la totalitarisation de l'Italie, parce que le mot totalitaire, ça vient bien du fascisme italien au départ. Et donc, il y a cette idée d'accélération de la révolution. Évidemment, ça amène à la guerre, et la guerre amène à la défaite, au renversement, à l'effondrement et à la mort. Donc Giorgia Meloni est certes héritière de ce passé historique, mais elle est idéologiquement très distincte. Alors qu'est-ce qui s'est passé entre-temps ? Eh bien, ce mouvement social italien, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, va se développer dans les années 50, 60, 70. Mais il est quand même victime d'un cordon sanitaire, idéologique, surtout que le fascisme en tant que tel, phénomène historique, n'est pas autorisé. Et donc, il y a une transmission d'héritage entre Almirante, qui était donc le patron de ce truc, et Fini, qui d'ailleurs était devenu le gendre d'Almirante. Et Gianfranco Fini avait tenu des propos laudatifs à l'égard du fascisme italien. Et puis ensuite, il a retourné totalement ses prises de position, en condamnant d'ailleurs le fascisme comme le phénomène le plus affreux du XXe siècle en Italie. Ce retournement complet, d'ailleurs, va amener à des scissions, une première scission, qui va donner tout le courant qu'on pourrait dire flamme tricolore. Mais les résultats électoraux sont là. Les gens font avec, jusqu'à ce que l'Alliance nationale s'effondre totalement, se marginalise,
absorbé à la fois par le courant berlusconien et aussi par la Lega. La renaissance de ce courant, qui était marginal, va se faire avec Giorgia Meloni, parce que, par exemple, donc, le Mont Flamme Tricolore ou autre, c'était des groupuscules, ou en tout cas, ça faisait 1, 2, 3% des voix. Et avec Fratelli d'Italia, elle a fait taire toutes les tendances autres, y compris Casa Pound, c'est-à-dire que concrètement, elle a absorbé toute la droite, dure, identitaire ou nationale, en Italie. D'habitude, vous aviez par exemple les cathos durs de Forza Nuova, absents désormais. Toutes les tendances ex-MSI, disparues. Il n'y a quasiment plus rien à droite de Fratelli d'Italia, elle a tout asséché. Il y a le vote utile, certes, mais il y a aussi l'idée qu'elle est l'héritière d'un passé qui n'est pas forcément celui qu'elle revendique d'ailleurs aujourd'hui. Alors, bien sûr, Giorgia Meloni, pour arriver au pouvoir, a de réussir des succès électoraux, et c'était le cas, mais aussi, entre guillemets, montrer patte blanche par rapport à un pouvoir politique qui nécessite des aménagements. Là, c'est le pragmatisme politique classique. Le fascisme italien l'a fait dans les années 20, et elle le fait à son tour. Elle rassure les marchés économiques et le grand patronat. Elle a une ligne très catho, qui donc rassure le Vatican, et va sans doute lui poser des problèmes parce qu'il va falloir traiter la question migratoire de manière dure. Elle a aussi, évidemment, des alliés, parfois encombrants, comme Berlusconi et ses déclarations pro-Poutine récentes, sur lesquelles il a dû mettre le silence par la suite. Certes, Berlusconi est à la fin de sa carrière politique et même de sa vie, mais voilà, c'était pas quelque chose de nécessaire. Ensuite, Matteo Salvini a pris une veste électorale dure. Il devient membre de ce gouvernement, mais est-ce qu'il ne va pas vouloir jouer les troubles faits ? Enfin, Meloni arrive au pire moment de l'histoire économique italienne, parce que, eh bien, il y a une crise économique que nous connaissons, les conséquences des sanctions prises contre la Russie et la guerre à l'est de l'Europe, et là-dessus, elle a pris des positions clairement pro-ukrainiennes et pro-OTAN. Elle aurait peut-être dû être plus nuancée. Ce qui est sûr, c'est que la tendance plutôt pro-russe à la Salvini a été sanctionnée. Et donc, là-dessus, elle va trop loin, à mon avis, mais c'est aussi des codes d'entrée pour être acceptée. Alors, on me dira, elle donne beaucoup de gages en entrée. Soit elle pense réellement qu'il faut renoncer à cela, soit c'est stratégique. Maintenant, de toute façon, l'Italie ne va pas renouer avec ce passé fasciste. Ça, c'est une illusion pour ceux qui le fantasment, qu'ils soient partisans ou opposés à cette idée. Bien sûr, la plupart des gens y sont opposés, mais en premier lieu, elle-même, Giorgia Meloni. Ne fantasmons pas sur un programme caché. Non, simplement, elle est l'héritière de cette droite post-fasciste et ex-néofasciste qui a réussi aujourd'hui à arriver au pouvoir avec un certain pragmatisme et avec des retournements de veste qui étaient nécessaires de toute façon pour qu'elle réussisse là. Il a fallu qu'elle prenne des positions rassurantes pour un certain nombre d'acteurs. Et on voit bien qu'aujourd'hui, le bras de fer avec l'Union européenne a l'air affaibli, puisque Ursula von der Leyen a félicité Giorgia Meloni en soulignant qu'elle était la première femme italienne présidente du Conseil. Donc les accommodements qu'elle a pu faire sont payants. Maintenant, on verra si son gouvernement est stable ou pas. Elle est quand même tributaire de principe de coalition. Et on verra si la Lega joue le jeu, si Berlusconi n'est pas encombrant. Tout ça, on ne peut pas le savoir aujourd'hui. Mais il y a déjà, avant même que ce gouvernement se mette en place, des discussions et des problèmes. C'est l'Italie et la stabilité italienne est compliquée. Donc Meloni, voilà, est-elle néofasciste ? Non. Est-elle héritière du fascisme ? Elle l'a pu l'être, peut-être, quand elle était jeune, peut-être avait-elle des nostalgies, mais elle représente une droite conservatrice et libérale, vaguement identitaire parfois, c'est-à-dire pas du tout l'héritage du fascisme ou même du néofascisme. C'est autre chose. Voilà, c'est pas une version italienne de la NPD qui arriverait au pouvoir. La NPD qui a disparu quasiment phagocytée par aussi une droite plutôt eurosceptique et nationaliste, la FD, qui traîne autour de 11 ou 12%. Voilà donc ce passé politique et pourquoi finalement on peut parler de l'extrême droite au pouvoir est ridicule. Jean-Yves Camus à la télévision d'ailleurs a bien expliqué. Aucun parti de droite nationale ou identitaire ne remet en question la démocratie, ne veut un système totalitaire, etc. Or Le Monde, daté de dimanche lundi, titre « Avec Meloni, l'extrême droite au pouvoir en Italie ».
C'est évidemment ridicule. Alors, le titre est provocateur, mais quand on lit derrière, on dit cette Romaine de 45 ans, pour la tête du gouvernement d'union, dont le leader de la Ligue, Matteo Salvini, sera l'un des vice-premiers ministres. Antonio Tajani, pro-européen convaincu, dirigera les affaires étrangères. Giancarlo Giorgetti, lui aussi favorable à l'Union européenne, a été nommé à l'économie. Les profils des ministres appelés au poste clé visent à rassurer les marchés et les observateurs extérieurs, notamment européens et américains. Madame Meloni, qui soutient l'Ukraine, arrive aux affaires alors que Macron sera en Rome pour rencontrer le pape à ce sujet. Bon, où est l'extrême droite là-dedans? C'est-à-dire que le titre est provocateur et démenti par le contenu. Bon, voilà ce qu'on pouvait dire de Meloni. C'est intéressant d'en parler puisqu'elle arrive au pouvoir. Et elle arrive, donc je dis, au pire moment, ce qui veut dire qu'elle va devoir tenir tête à beaucoup de ses propres partisans. Parce qu'elle va devoir leur faire avaler avec des couleuvres parfois douloureuses. Elle a la légitimité pour, mais est-ce qu'elle va tenir? C'est difficile à savoir aujourd'hui. Voilà ce que je peux vous dire. Voilà ce que je peux vous dire. Voilà ce que